Fait que discussion cette semaine avec Kevin Mackey, l'entraîneur-chef des Filons du cégep de Thetford. De quoi qu'on a parlé? Un entraîneur de longue date qui a quand même un semblant de babyface. Babyface que je mets de guillemets. Là. Il se préserve bien quand même, vous verrez ça. Mais un entraîneur de longue date, un ancien de Lennoxville. Et c'est là où il a commencé à coacher. Il a commencé à coacher comme entraîneur de demi-défensif, un coach défensif. Là, plus tard, il est devenu coordinateur défensif. Il a gagné un bol d'or à ce titre-là, si je ne m'abuse aussi. Après son passage à Lennoxville, il est passé aux Gators de Bishop plutôt, où il a, c'est ça, oui, encore une fois gravi les échelons petit à petit. Il a commencé comme entraîneur de position, il a fini par devenir head coach de cette équipe-là. Qu'est-ce que tu dirais d'autre qu'on a abordé comme sujet? Il est revenu à Lennox aussi par après comme entraîneur-chef. Il a gagné un bol d'or à Lennox aussi comme entraîneur-chef en 2017. Exact, ouais, c'est ça. Jusqu'à son retour à Lennox, il était tout le temps resté dans cette région-là. Fait qu'il a fait Lennox, Bishop, Lennox. Pour après ça, aller à Thetford. Nouveau défi comme entraîneur-chef. Puis là, ça va quand même bien pour le programme de Thetford. C'est un programme qui commence à se démarquer. Il commence à laisser sa trace. On a essayé d'en savoir un peu plus sur ses plans avec ce programme-là, mais une bonne discussion, encore une fois, avec... On le répète tout le temps, là, mais c'est... Je pense que, en ce que moi, perso, je le répète pour nous, un autre entraîneur qu'on connaissait pas, qu'on a appris à connaître. Exact, absolument. Puis, c'est pas mal ça? Ben oui, faut pas... je pense qu'il s'est vraiment laissé aller pendant l'entretien. Puis, faut pas oublier qu'il a gagné entraîneur, ça je veux dire, il a gagné entraîneur de l'année au niveau universitaire en 2012, je pense, là, alors qu'il était head coach des Gators de Bishop. Je serais pas la même erreur deux fois. Donc, c'est ça, les amis. Si vous aimez ce que vous écoutez, on vous invite à vous abonner à notre page YouTube, Spotify, Apple Music, Google Balado, peu importe où tu écoutes tes podcasts préférés. Ça nous aide grandement, particulièrement sur YouTube lorsque vous vous abonnez à notre chaîne. Donc, si tu peux prendre 20 secondes maintenant pour aller dans le lien dans la description. Là, ça, c'est moi qui attends que tu cliques sur le lien. Là. Après ça, clique sur le lien YouTube. Abonne-toi à la chaîne. Ça prend 20 secondes, ça nous aide grandement. Même, je pense que ça prend pas 20 secondes, mais on laisse 20 secondes juste pour être sûr. On sait jamais. Là, en tout cas. Sinon, on a un Patreon où tu peux nous supporter un peu plus. Là, j'ai repris un rythme, là, toi, parce que là, j'ai perdu un peu. On a un Patreon où tu peux nous supporter un peu plus. Tu peux recevoir les épisodes d'avance. Et puis, nous, ça nous permet aussi d'avancer puis d'améliorer notre gear pour utiliser un langage vulgaire. C'est pas si vulgaire, mais c'est pas grave. Et puis, laisse-nous savoir ce que tu penses de ce qu'on fait en public ou en privé. Si tu as des suggestions d'invités, si tu as des suggestions de sujets, nous, on est ouvert à ça, bien entendu. Puis je pense que c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. On va dire un bon podcast, puis là, si tout va bien aussi, il y a des belles affaires qui arrivent en termes de contenu sur notre page, fait que reste à l'affût. On va dire reste à l'affût. Salut tout le monde, bon épisode. Bon podcast. Comment ça va, Kevin, en ce moment? Est-ce que vous avez recommencé pas à pratiquer, mais à vous entraîner en équipe, en petit groupe peut-être? Pas avant le 26 mars. Ça, c'est les directives que j'ai reçues du cégep puis de la santé publique. Fait que chaque lundi, les gars me demandent c'est quand est-ce qu'on va être capable de s'entraîner en petit groupe. Mais là, la date, là, on a tombé en zone orange, qui fait du bien. Puis on fait des réunions Zoom, on fait des meetings offensifs, défensifs, on travaille beaucoup avec les carrières. Mais là, c'est tout de mettre les choses qu'on a vues sur l'écran, de mettre ça soit dans un gym ou avec la belle température qu'on a, on a hâte que la neige disparaisse un petit peu, comme ça, on va être capable d'embarquer sur le turf puis faire des belles choses. Mais ça va être un petit groupe, puis c'est des petites victoires, c'est ça qu'on a besoin. Les jeunes, moi, regarde, les gars, ils s'entraînent fort, ils travaillent à l'école.
c'est sûr que c'était pas facile pour certains d'entre eux, mais regarde, la vie continue. On n'a pas le choix. C'est quoi ben là, tu t'en as parlé en petit groupe, mais peut-être un peu plus à long terme. Est-ce que toi, t'as un plan? Est-ce que ça va être quoi les plus gros défis ou le focus sur quoi il va être mis quand ça va recommencer? Regarde, nous autres, on s'attend à jouer une saison. Fait que ça, je pense que c'est extrêmement positif. Puis à chaque fois qu'on travaille ou on fait quelque chose, on se prépare pour développer les gars aussi. Fait que, tu sais, dans Zoom, qu'est-ce que notre coach de muscu il fait, coach Alfred Lachance? Il est créatif. Faut que ça soit le fun pour les gars parce que, tu sais, s'entraîner dans une résidence ou dans le sous-sol pendant le temps qu'on s'est entraîné, c'est pas toujours évident. Mais on trouve des façons d'être créatif, trouve des façons d'attirer ou garder l'attention des gars. Puis les faire penser, ils sont quand même chanceux parce que moi, quand j'ai joué à Western, on n'avait pas de coach de muscu. On faisait nos propres choses. Tu avais toujours un petit groupe qui était extrêmement motivé, tandis que les autres faisaient le party où on n'avait pas ça. Fait qu'aujourd'hui, le football, où ce qui est rendu comparé à où ce qu'on était, c'est très intéressant. Fait que moi, j'ai toujours dit, on va contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler, puis qu'est-ce qu'on ne contrôle pas, ben ça ne donne rien de chialer, ça gaspille de l'énergie. Fait que c'est la même chose au football. Quand on est sur le terrain, s'il y a un jeu qui affecte les 10 prochains jeux, on n'est pas très intelligent. Fait que présentement, on take care of ourselves, on fait nos affaires, on continue à travailler en groupe. Puis ça, c'est un avantage que j'ai trouvé avec Zoom. C'est que les recrues, les vétérans, ils ont vraiment un bel esprit d'équipe. Puis les jeunes sont prêts à recommencer, ils ont hâte. Mais c'est le fun de travailler en groupe. Fait que je les vois 2-3 heures quasiment par jour, tous les jours, les gars. Fait que ça, c'est positif. Tant mieux. Fait que si on revient à tes tout débuts, comment est-ce que Kevin McKay a commencé à coacher? J'ai joué pour les Cougars du Cégep Champlain. Puis Tony Adona, à l'époque, il était le coach. Fait que moi, je viens de la région de Sherbrooke. Après ça, j'ai quitté en 99 pour aller à l'Université Western Ontario. Mais le camp d'entraînement collégial commence toujours plus tôt, avant les universités. Fait que toujours une semaine avant que je retournais à London pour aller à l'école puis aller faire notre camp d'entraînement, je donnais un coup de main au Cougar pour coacher les demi-défensifs. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. J'ai travaillé l'école de foot à Bishop's Football School pendant des années. Quand Larry Legault, Marc Loranger, Joey Sabo, ils s'occupaient. Je m'en souviens quand j'étais participant, puis il y avait Glenn Constantin qui s'occupait de l'école de foot. Fait que le temps passait extrêmement vite, mais c'est un petit peu. C'est pas comme si j'ai été à l'école, puis à l'université, puis j'ai dit je vais être un coach de football. C'est comme la vie te lance des opportunités, c'est ton choix de les prendre ou de pas les prendre. Puis dans le coaching, quand j'ai fini ma carrière universitaire, moi, je m'en allais dans l'Ouest canadien pour me trouver un emploi, pour trouver une job. Puis Sébastien Pierre, à l'époque, il avait remplacé Tony comme entraîneur au Cougar. Fait que lui, il m'avait demandé si tu reviens de la région, serais-tu intéressé à venir coacher les DB à Champlain? Fait que ma première job de coaching, c'était les DB. J'avais 250$, une paire de bas. Mais c'est un peu là que tu tombes en amour avec le coaching. On ne le fait pas toujours pour l'argent, mais en même temps, j'avais une belle opportunité d'un travail qui me permettait. J'avais travaillé pour une compagnie familiale. Fait que j'avais le temps à redonner au football. Puis c'est un peu ma passion de travailler avec les gars. Puis il n'y a rien qui peut se comparer au football le samedi quand tu gagnes un match. Un match compétitif, puis le sentiment d'appartenance, puis le sentiment de mission accomplished. Fait que moi, c'est pour ça que j'aime ça. Tu as commencé, tu coachais tu coachais quelle position? Demi-défensif, c'est ça? Ouais, demi-défensif. Puis là, c'est ça, après ta carrière, t'es revenu coacher, mais quand tu commences à coacher, des fois, tu te cherches, puis tu commences à coacher, puis tu as encore un peu la mentalité d'anciens joueurs, là, si on peut dire. Quel type de coach? C'était quoi? Comment tu te définissais au début quand tu as commencé à coacher? C'est une bonne question. Je n'ai jamais été posé cette question-là, mais
C'est vrai parce que quand tu termines ta carrière de joueur, tu as quand même. Il faut que tu apprennes à comment devenir un coach. La patience, pas l'instinct, mais tu deviens un enseignant. Tu n'es pas nécessairement un joueur. Fait que tu enseignes aux joueurs c'est quoi que tu veux faire sur le terrain. Puis la première chose que tu vas apprendre en tant que coach, c'est il n'y a pas une personne qui est pareille. Il n'y a pas une personne qui va apprendre au même rythme que tu vas avoir ton joueur le plus intelligent, puis le moins intelligent. Tu essaies d'amener la gap dans le milieu que tout le monde, c'est un groupe d'athlètes que tu es en train de guider. Fait que you're only as strong as your weakest link. Fait que c'est ça, je pense, le défi comme coach, comme jeune entraîneur, c'est des fois d'en faire moins, c'est mieux. Puis tu vas avoir plus de succès. Mais j'ai eu la chance, j'ai joué pour Tony Adonna, j'ai Louis Parent, Claude Gauthier, des grands coachs que j'ai. K.O. Mullen qui était là à l'époque. Jean-François, moi puis JF, on a joué ensemble quand on a évolué avec les Couillards. Fait que c'est ça qui est le fun, mais quand je travaille avec des bonnes personnes, des bons coachs, des bons mentors, Ian Breck, avec qui que je parle quand même une fois par semaine, on fait des blagues, mais c'est quand même un entraîneur qui a travaillé avec Bruce Coulter. C'est lui qui avait Glenn Constantin, Jacques Chapdelaine ici à Sherbrooke, à l'Université Bishop, dans les années 80-90, quand il roulait. Fait que, juste avoir des mentors de même, puis s'entourer de bonnes personnes, il te remet sur terre. Des fois, on est frustré pourquoi que ça ne marche pas ou on n'est pas assez patient, puis il dit « Hey, attends une minute, tu as déjà joué. » Des fois, peut-être que tu ne comprenais pas. Fait que peut-être essayer de l'enseigner d'une façon différente qui va être plus facile pour les jeunes, puis simplifier les choses. Fait qu'avoir une personne de même, c'est de ton côté, c'est quelque chose qui, je pense, qui est nécessaire pour tout entraîneur. Je pense que tous les entraîneurs de football, même les grands, les Bill Walsh, les Bill Parcells, je suis sûr qu'ils ont des coachs avec qui ils parlent. Puis c'est pas nécessairement des coachs qui ont coaché au niveau professionnel. Souvent, c'est leur coach de high school qui retourne pour aller chercher soit de la motivation ou une façon de faire. Fait que c'est ça que j'aime du football. C'est peu importe du pee-wee jusqu'au professionnel, il y a vraiment un grand respect partout à chaque niveau. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis combien de temps tu as fait comme coach de DB avant de devenir coordonnateur défensif? J'ai perdu, le temps passe vite. J'ai perdu. J'ai joué ma 5e année à BU en 2004. Fait qu'en 2003, j'étais là comme coach de DB. 2004, j'ai joué puis j'ai coaché un petit peu. 2005, 2006. En 2006, j'étais coordonnateur défensif. Fait que peut-être 2-3 ans avant de monter comme coordonnateur défensif. Puis qu'est-ce que tu penses quand c'est arrivé, est-ce que c'est quelqu'un qui quittait? Est-ce que c'est toi qui as postulé pour... Comment c'est arrivé, en fait? Bonne question. J'étais là. Oui, je pense que les coachs il y avait des coachs qui avaient quitté à l'époque. C'est pas mal ça. Oui. Cégep de Sherbrooke avait parti. Cégep de Sherbrooke avait parti leur programme. Fait qu'il y avait des entraîneurs qui avaient décidé d'aller au Cégep de Sherbrooke. Puis, comme j'ai dit tantôt, quand j'étais offert le poste, j'étais comme, je ne suis pas prêt. J'ai été coordonnateur défensif. Mais Sébastien, il était quand même, il était confiant. Lui, quand il m'a donné confiance, ça m'a donné confiance, une motivation. Puis quand tu coaches des joueurs comme Frédéric Plessius, Marc-Antoine Fortin, Garland Duclerville, ces gars-là, ils veulent de l'information, ils sont passionnés, puis ils veulent que tu les coaches. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis ces joueurs-là, regarde, c'est des gars avec qui je contacte quand même régulièrement, mais c'est des grands joueurs qui ont joué au niveau professionnel aussi. Fait que, ça fait juste partie de ton expérience, ça fait partie de ton histoire. Puis on travaille toujours avec des gens. Fait que si tu es traité avec du respect, c'est la même chose qu'ils vont faire pour toi. Fait que c'est, comme j'ai dit tantôt, on est tous des enseignants. Puis tes demi-défensifs, comment tu qualifierais ta position de...
tes styles de joueurs quand tu les coachais, comment tu les aimes, comment tu qualifierais tes joueurs que tu coachais? Ta position, en fait, comme comme un On est lanceur. 5 sur le terrain. C'est un petit peu comme les O-line. Mhm, DB, c'est vraiment 3 positions en un. Fait que, tu as mhm, même 5 parce que c'est toutes des positions quand même différentes. Mais j'ai dit, on est 5, il faut qu'on ait une communication. Fait que la première chose, c'est de mettre une vision, de mettre des objectifs devant eux pour qu'ils atteignent des objectifs. Puis, tu sais, des objectifs réalistes. mhm, C'est pas comme si on veut 10 interceptions par match, mais une interception ou 3 passes rabattues, pas de long touché, pas de plaqué, manqué. On veut les 5 DB dans le film quand on regarde la vidéo, des petits objectifs de même, ça devient une partie de fierté. mhm, Puis on donnait toujours des Smarties ou quelque chose de même aux gars qui étaient dans la vidéo. Fait que c'est juste des petits bonbons de même que les gars répondent, puis ils mhm. veulent. Puis si tu n'as pas les Smarties le lundi matin, c'est comme ils ne t'écoutent pas le restant de la semaine. Fait que en tant que coach, tu es mieux d'amener des Smarties le lundi pour les gars qui ont couru, mais c'est ça qui est le fun. Puis l'autre affaire, c'est quand même un niveau compétitif, le collégial. C'est en Mhm. division 1. On cherchait certaines choses, certains critères. Puis des fois, en tant que coach, c'est ça qui est difficile, c'est de dire à un joueur, regarde, tu ne joueras pas cette semaine ou il faut que tu continues à te développer. Mais en même temps, on les prépare pour la vie. Les sports, je pense pas nécessairement juste le football, mais les sports préparent les jeunes pour la vie. Parce que si tu entends toujours oui, 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 une fois un jour, tu vas peut-être avoir une opportunité où quelqu'un va te dire non, puis c'est la façon que tu vas réagir. Mhm. Puis j'ai dit, tu vas jouer quand tu es prêt. Fait que faut que tu continues à l'apprendre. Puis il y avait des jeunes que tu te souviens, c'est pas nécessairement les Frédéric Plessius que tu te souviens, oui, c'était un grand joueur, mais des Pierre-Luc Paquette, qui a jamais, il a peut-être joué sa 2e ou sa 3e année, mais il n'a pas vu de terrain beaucoup. Il était toujours à la pratique. Il était en retard, un jeune homme qui était extrêmement passionné, des Marc-Antoine Fortin. C'est un DB que j'avais coaché à BU. 5 années pratiquer puis avoir joué 2 matchs, ça, je lève mon chapeau. C'est vraiment la genre de personne qui est. Puis aujourd'hui, je pense que la dernière fois que j'ai entendu, il était quelque part dans l'UFC, il était en train de faire quelque chose du marketing pour, à Montréal, dans la région de Montréal. Que le sport te montre tellement, tellement de choses pour la vie, mais que tu ne sais pas encore. Fait que dans 10-15 ans, tu vas dire, là, j'ai compris Coach Mackey quand il me parlait en 2004. Là, je viens d'apprendre pourquoi. Puis ça me fait rire, mais ça fait partie d'être un coach. Puis des fois, je dis aux gars, regarde, tu vas juste me comprendre dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être que tu ne me comprendras jamais, mais à un moment donné, tu vas avoir un flash, puis tu vas penser à moi, puis tu vas dire, ah, là, je comprends qu'est-ce qu'il disait. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis Après, si... Vas-y, Pierre. vas-y. Non, OK, mais si tu devais donner un qualificatif à tous les gars que tu as coachés à la position, ce serait quoi? De Un un ou deux mots, qualificatif. mettons. Ouais. Une ligne directrice qui regrouperait tous les débits qui sont passés sous, sous ton sous toi, là, maintenant. Je te dirais, tu sais, l'intelligence, l'effort, c'est quelque chose qu'on cherchait beaucoup. Parce que, tu sais, du talent, tu es capable d'en trouver, mais quand tu as du talent, tu as de l'effort, puis tu as de l'intelligence, tu peux faire des belles choses avec ces joueurs-là. Fait que ça, c'est des... Puis des bonnes personnes. C'est la même chose avec nous autres, on appelle ça nos valeurs de recrutement à Thetford. C'est l'engagement, on a besoin d'un appui parental, puis ils sont tous des bons étudiants. Voir sur le film ou aller voir un match de football, c'est quand même assez facile à voir si c'est un bon joueur ou pas, mais son comportement sur les lignes de côté, c'est quelque chose qu'on regarde aussi pour voir parce que tu fais partie d'une famille. Si on a tous le même objectif, mais il y a des familles qui ne s'entendent pas très bien, puis il y en a d'autres qui s'entendent bien. Fait qu'on veut attirer les morceaux qui s'entendent bien, comme ça on est capable de bâtir quelque chose qui est solide pour le futur.
après ton passage à Lennoxville, tu es allé coacher à Bishop. Tu as quitté un poste de commentateur défensif pour aller, j'allais dire retourner, mais aller à un autre niveau quand même, aller coacher les demi-défensifs. Comment s'est faite cette transition-là? Est-ce que c'était un grand ajustement de passer du niveau cégep au niveau universitaire? Comment ça s'est fait, la transition? La transition, c'est quand même bien fait. Ça faisait pas si longtemps que j'avais joué dans le secteur universitaire canadien. Fait qu'il y a quand même, veux pas, il y a un certain aspect de crédibilité quand tu as joué au niveau. Tu as eu une chance de peut-être jouer professionnel, peu importe. Fait que les joueurs, je pense qu'ils respectent ça. En même temps, c'est de la communication. Mais un changement de 4 essais à 3 essais, ça change. Là. Les matchs changent, les couvertures, ils changent. Là, tu vois, de courir le ballon peut-être 50-60% à 25, 20, 25%. Fait que là, les DB sont encore plus valorisés. Avec le football canadien universitaire qui lance la balle. Puis, il y a des bons carrières, il y a des bons receveurs, tout le monde est compétitif. Fait que ça, il y a un ajustement, mais c'est le fun parce que j'ai toujours travaillé avec des coachs qui m'encourageaient d'être créatif, de trouver des façons de faire, des zones blitz, changer les couvertures, rouler ta couverture, jouer, pas avoir peur de faire des audibles du côté défensif. C'est là, avec la communication, que tout le monde soit sur la même page. Mais c'est le fun. Le football universitaire québécois, là, la RSEQ, il y a des bons coachs. Fait qu'il faut que tu sois prêt à t'ajuster peut-être à chaque série ou deuxième série ou à demi, c'est sûr, il faut que tu t'ajustes. C'est ça que les gars, l'intelligence embarque. Fait que si les gars sont capables de comprendre puis s'ajuster rapidement, ben là, tu vas donner une chance d'avoir plus de succès. Dans ce parcours-là, là, tu as fait un passage au niveau cégep, tu arrives à un niveau universitaire. C'est à partir de quand, puis peut-être qu'il ne l'est pas encore à ce moment-là, mais c'est à partir de quand que tu te dis c'est ça que je veux faire de ma vie. C'est ça, si je veux être coach, parce qu'il y a un moment au début que tu commences à coacher parce que c'est une passion, à quelque part, des fois, tu veux rallonger ta carrière de joueur, là, mais c'est à partir de quand tu dis, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie? Comme je travaillais pour une compagnie familiale, puis mes parents ils étaient proches de prendre leur retraite. Puis l'opportunité de soit reprendre ou acheter la compagnie ou d'aller dans le coaching. Fait que j'ai eu une opportunité d'aller coaching full-time, temps plein, puis j'aurais l'opportunité d'acheter la compagnie. Fait que c'est là que j'ai regardé les pour et les contre. C'était comme un marché compétitif du côté affaires. Puis c'était quelque chose qui était extrêmement volatile. Fait que d'investir un 2, 3, 4 millions, puis pas être sûr, c'était peut-être un risque. Puis tu travailles 7 jours sur 7, c'est ta compagnie. Fait qu'il n'y a pas vraiment de vacances. Puis je suis un petit peu bâti de cette façon-là que quand je travaille, c'est extrêmement focus. Fait qu'on a un objectif, il faut l'atteindre, on n'a pas le choix. Fait que j'ai dit, c'est peut-être une meilleure décision familiale pour moi et ma femme d'aller. Peut-être elle dirait l'inverse parce que pendant la saison de foot, on est quand même occupé. Mais c'est là que j'étais confortable. Mes parents ont vendu leur compagnie. Eux, ils ont pris leur retraite. Ils étaient comme bien préparés pour le futur. Puis j'avais eu l'opportunité d'entraîneur-chef à BU en 2012. Fait que c'est un petit peu là que j'ai pris la décision d'embarquer dans le coaching à temps plein. C'est ça, ouais. Ben, vas-y. 2012, ça a été une saison quand même remarquable. Si je ne me trompe pas, tu as reçu un prix à la fin de cette saison-là comme titre d'entraîneur de l'année là, au Canada. Peux-tu nous raconter comment cette saison-là... C'est pas en 2012? C'était 2013, c'était ma deuxième année. 2012, on était extrêmement compétitifs. Okay.
on avait eu un joueur qui n'était pas éligible. Fait qu'on on a perdu tous nos matchs dans la saison, mais on a fini avec 2 victoires. Puis, tu sais, on était compétitifs. Je pense qu'on aimait le noyau qu'on avait. Puis, on arrivait dans un cycle mature. C'était avec Jordan Heather. Ça, c'était l'année avant qu'il gagne le Heck Crichton. Puis, Jordan, cette année-là, il lançait pour 400 verges, 4 touchés, mais 4 interceptions. Fait que c'était un petit peu... ça faisait partie de son développement. Puis en 2013, ben là, 2013, tout le monde était de retour. On avait Steven Adekulu, Alexander Fox, on avait des bons lines défensivement. On avait des joueurs qui étaient intelligents, peut-être pas les plus gros, les plus vite. Mais on savait l'équipe qu'on avait. On était un bend but don't break defense. On causait des revirements, on faisait des jeux sur les unités spéciales. Puis notre offensive avait la capacité de mettre 40 points sur le tableau quand même assez constamment. Fait que 2013, c'est là qu'on a eu notre belle année, que Jordan a gagné le Heck Crichton. On a eu Alex Fox, qui était All-Canadian. Puis, les linemen qui se parlent encore aujourd'hui se souviennent de cette année-là. Puis, je me souviens, la semaine quand on avait joué, c'était la première fois, je pense, en 21 ans qu'on n'avait pas accueilli un match d'une série à Lennoxville. Fait que c'était quelque chose qui était excitant pour nous. Puis, c'est le fun quand tu as un buzz sur le campus. Tout va bien. Les gars travaillaient fort, ils aimaient ça, ça roulait. Fait que ça, c'était quelque chose qui était spécial. Ouais, c'était une belle année. Quand tu deviens entraîneur-chef, tu as la chance tu as plus de liberté, tu as la chance de mettre des valeurs de l'avant auxquelles tu crois, de mettre en place peut-être de faire des changements, de créer ta propre ligne directrice en tant que programme. Toi, ça a été quoi? C'était quoi qui te tenait à cœur? Comment tu te présentais à l'équipe? C'était quoi ta philosophie d'équipe quand tu es devenu entraîneur-chef? Moi, c'était le développement des joueurs. Si tu regardes le nombre de joueurs qui s'en vont au niveau professionnel, c'est pas un grand pourcentage, c'est peut-être 1 ou 2 %. Si tu regardes tous les joueurs de foot, je pense que 100 % diraient qu'ils aimeraient ça aller jouer au football professionnel. Fait que j'ai dit, nous autres, on va préparer les gars pour aller travailler sur le marché du travail, pour être des bons pères de famille, pour supporter leurs femmes, leurs enfants quand ils travaillent. C'est quelque chose qui était important pour nous. C'était pas un win at all cost, c'est sûr qu'on voulait gagner. Mais en même temps, pendant mon époque, je pense, je ne sais pas combien de Academic All-Canadian qu'on avait sur le mur. Mais il y en avait quand même plusieurs. Fait que ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important. Puis, on voulait compétitionner. Je pense qu'on avait une bonne équipe. On était jeunes. C'est juste que, dans la RSEQ, en 2014, on avait joué Laval 2 fois, Montréal 2 fois. On avait joué, si je ne me trompe pas, Sherbrooke 2 fois. Montréal-Laval était ranké numéro 1 et 2 au pays. Sherbrooke était ranké, je pense, 6e, puis Concordia ou McGill était ranké 8e. Fait que 50 % de notre cédule, de notre horaire était contre l'équipe numéro 1 et numéro 2 au pays. Et quand tu joues ces gars-là, tu as besoin de la profondeur, tu as besoin des gros bonhommes en avant, sinon tu te fais brasser. Fait que là, au début de la saison, tu es compétitif, à la fin de la saison, les gars sont blessés, ils roulent, c'est du gros football. Fait que c'est ça qui est difficile, c'est d'avoir le temps de bâtir une équipe. Puis quand tu recrutes, le Québec, tout le monde connaît pas mal le football collégial, puis au cégep. C'est comme c'est comme un farm team pour les universités québécoises. Si tu regardes le football au Québec universitaire, c'est une des bonnes places. Tu as quand même du bon football dans l'Ouest canadien, en Ontario et US, un petit peu moins, mais les joueurs sont jeunes aussi. Fait que quand je recrutais à BU, c'était un jeune. Tu pourrais avoir un jeune de 17 ans qui arrivait de l'Ontario, puis tu avais une recrue qui arrivait du collégial qui avait 21 ans. Fait qu'en 17 ans et 21 ans, il y a une grande différence de maturité, de développement physique. Fait que c'était ça le gros défi. Puis l'autre affaire, veux pas, il y a des programmes académiques. Si tu essaies de recruter un joueur et tu n'as pas son programme académique, tu ne fais pas la meilleure chose pour lui si tu continues à essayer de le recruter. Fait que ça, c'était un gros défi. Mais on avait des belles équipes. On était extrêmement jeunes. Ça n'a pas fonctionné de la façon qu'on aurait aimé ça. Mais regarde, on a appris, puis la vie continue.
quand tu sors de cette expérience-là à Bishop, tu retournes à Lennox. Ouais. Tu ressors, là, tu dis, on apprend de ça. Qu'est-ce que tu apprends de ton passage à Bishop, en général, ou peut-être comme un entraîneur-chef? Tu sais, comment tu te définis à ce moment-là quand tu sors de Bishop et tu retournes à Lennox au niveau collégial? Ben, j'ai appris la valeur de la force d'une organisation. C'est pas juste le head coach, c'est l'organisation au complet qui fait la différence. Fait que si tu regardes les équipes professionnelles dans la NFL ou dans la CFL, souvent les meilleures organisations, oui, ça va être le coach, ça va voir le coach, mais le GM, il est solide, le propriétaire, c'est quelqu'un qui appuie, puis qui ont comme genre toute la même vision. Fait que j'ai appris de choisir mes emplois ou même de changer de direction si nécessaire. Mais j'ai dit, il faut que le développement des joueurs, puis s'ils veulent gagner, on a besoin de certains outils. Fait qu'on a besoin de l'encadrement pour les joueurs. Puis si l'organisation te permet d'aller chercher des coachs, des assistants, des recruteurs, du monde qui sont capables d'aider du côté académique, des tuteurs. Ça, c'est vraiment un bon coup de pouce parce que le coach, tu n'es pas capable de tout faire. Si tu es entraîneur-chef, les périodes d'études, en calculus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de calculus. Je pense que c'est depuis 98 que j'ai fait Cal1, Cal2 puis Linear Algebra. Ouais. Fait que si on est capable d'engager un tuteur pour aider les gars à passer ces cours-là, ben ça, c'est des petits outils qu'on ne voit pas, mais qui est extrêmement important de sport, pas nécessairement juste le football, mais le sport. Si tu as besoin du complete package, peut-être tu as besoin d'un kinésiologue, tu as besoin d'un gars qui s'occupe de la muscu, qui est là dans la salle de muscu avec les gars. Fait que tout ça, c'est important. Puis c'est là que j'ai appris que, regarde, si je vais coacher quelque part, je vais passer quelques journées, puis ils peuvent m'évaluer, oui, mais moi aussi, je vais évaluer l'organisation en même temps. Si nos valeurs s'enlignent, tant mieux. Sinon, ben, c'est un choix à prendre. Puis, ben là, c'est ça. Tu retournes à Lennoxville après ce passage-là. Tu restes tout le temps dans le même coin. Comment ça se passe après ça de retourner au niveau collégial avec ce bagage-là, cette expérience-là? Là, on va brûler le punch. Là. Tu gagnes le bol d'or cette année-là, là, mais comment ça se passe en général? Ben, c'est une opportunité que je ne m'attendais pas. Fait que, tu sais, Sylvain Laflamme puis Jeff m'avaient rencontré. Je pense que le timing était bien. Tu sais, j'étais à travers un parcours. J'avais quand même quelques mois à mon contrat à BU que j'avais un petit peu de temps à me reposer puis à réfléchir qu'est-ce que j'allais faire pour mon futur. Puis là, j'ai reçu un coup de téléphone de JF puis de Sylvain, fait que je les ai rencontrés. Puis c'est là qu'ils m'ont annoncé que JF probable, il s'en allait au niveau universitaire. Fait que j'ai dit, je serais intéressé. Je pense que le timing serait bien. Puis c'est là que ça a commencé. J'ai joué là. Je connaissais quand même les joueurs sur le campus en étant à BU. Puis Champlain, on est quand même sur le même campus. Fait que je savais qu'il y avait une bonne équipe. La réputation, j'ai joué là. J'avais la chance de recruter des coureurs. Fait que j'étais bien au courant. Fait que oui, c'était 2 belles années que j'avais passées là. Puis en même temps, je suis marié. Je peux pas embarquer. Ben, je pourrais, mais je pense que quelqu'un ne serait pas content si j'embarquerais travailler, mettons, dans la CFL, puis je serais parti 6 mois par année. Fait que c'était le fun. J'ai resté dans la région. C'était vraiment une belle équipe, des bons jeunes qu'il y avait sur cette équipe-là. Puis une des équipes, tu sais, la fin de saison de 2017, c'était, je pense, les derniers 5 matchs, on avait joué avec Running Time. Mais ça, quand tu as une vision d'équipe ensemble, des bonnes personnes, des personnes intelligentes, ça, c'est vraiment la définition d'une grande équipe. Je pense qu'on avait gagné le bol d'or 36-0, mais en même temps, on avait gardé notre composure, on avait joué du bon football, puis on avait piqué au bon moment. À la fin de la saison, là, les 4-5 dernières semaines, c'était dominating football. On ne l'a pas dit, mais tu avais quel poste quand tu es retourné à Lennox?
entraîneur-chef? Ben, En 2017. Ouais, en 2017. Oui, j'avais eu entraîneur-chef. OK, c'est ça. C'est ça, OK. Ben non, c'est ça. C'était des. Ben, tu me fais penser parce que tu dis de piquer, puis, tu sais, ben, des fois, on se parle, je dis, pas moi, pas Olivier puis moi, mais en général, tu sais, on regarde des équipes qui, tu sais, les Knox fait souvent ça, là, ils piquent plus l'année avance, puis c'est ça, tu sais, ils sont reconnus pour ça, tu sais, c'est moindrement que tu regardes un peu, puis là, je pense à, tu sais, avec les Knox, avec les Gators, puis là, on va arriver avec Tedford, mais tu as tout le temps coaché des équipes qui habitent, les joueurs, ils habitent en résidence, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que ça, tu vois un avantage? Est-ce que tu vois une différence de coacher des équipes avec des joueurs qui habitent en résidence comme ça? Peut-être que tu as un meilleur accès, puis peut-être ça fait en sorte que... Parce que moi, c'est déjà une hypothèse que je me suis dit, là, que les joueurs en résidence, ils se côtoient plus, ils apprennent à se connaître, puis plus l'année avance, plus ils piquent, là. Toi, comment tu vois ça de cette particularité-là que plusieurs programmes n'ont pas, là, si on pense, nous, à Montréal? Là? Je peux pas confirmer, mais je suis pas mal sûr que tu es sur la bonne voie. Nous autres, on parle toujours d'engagement envers l'équipe. Fait que si tu es 100% engagé, puis des fois, être en résidence, si tu viens de l'extérieur, tu as juste l'équipe, tu connais pas, tu n'as pas d'autres amis qui t'attendent à la maison quand tu quittes le cégep. Je l'ai vécu un petit peu à Champlain. Il y a quand même des gars de la région de Sherbrooke qui étaient sur l'équipe. Puis souvent, après la pratique, eux, ils retournaient à la maison. Puis il y avait un groupe d'amis à l'extérieur de l'équipe de football. Fait que, tu sais, des fois, ils passaient moins de temps avec les gars sur l'équipe. C'est comprenable. Tu retournes à la maison, tu as des amis, tu as un noyau d'amis qui ne sont pas des joueurs de foot. Fait que oui, si tu viens hors région, tu habites dans une résidence, ben, tu pratiques ensemble, tu manges ensemble, tu habites ensemble, tu vas peut-être sortir ensemble, tu t'entraînes ensemble. Ça, c'est vraiment... il y a beaucoup, beaucoup de valeur. Puis ça, c'est quelque chose qui est bon pour une culture. Si tu veux une culture quand tout le monde est ensemble, ben ça l'aide les choses. Puis ils se motivent. Tu sais, quand les gars, ils commencent à se pousser, puis ils se motivent, puis c'est pas les coachs qui guident les joueurs, c'est les joueurs qui guident les joueurs. Ça, c'est quelque chose de spécial. Cool. Je suis content de savoir que j'étais pas fou, mais il y a probablement une partie de la réponse là. Fait que là, ton deuxième passage au Cougar, ça va bien, tu gagnes en 2017. Là, comment se fait le passage à Tedford où tu es encore aujourd'hui? Ben, après 2018, JF, lui, il était parti pour 2 ans. Il y avait une décision à faire, soit qu'il restait dans le coaching universitaire ou il revenait. Puis il a pris la décision de revenir. Fait que je me suis retrouvé... j'ai failli aller tomber dans le marché de la vente. Tu sais, pour Sherwin-Williams. J'ai failli accepter un poste pour eux. Puis là, encore une autre fois, c'est une autre opportunité. J'ai Steven Cabana qui me contacte du cégep de Thetford. J'avais donné un coup de main une couple de fois à Thetford quand Dwayne était là, Dwayne Liverpool. Puis tu avais Jean-Marc Millien qui était là. J'avais donné un coup de main quelques fois. Je savais un petit peu la région. Puis là, il commençait à me jaser. Je ne comprenais pas exactement pourquoi il voulait me parler, mais c'est comme Diego, il était là à l'époque. Fait que là, on a commencé à jaser, puis il m'a demandé si je serais intéressé. Ben, il dit, regarde, je vais commencer par écouter. Je vais voir, je vais en parler avec ma femme. Puis, une longue histoire courte, j'ai passé quelques journées au cégep pour, il y avait Robert Rousseau qui est le directeur général. J'avais recruté son fils Jonathan pour venir à BU. Lui, c'est un des fondateurs du programme de football à Thetford. Fait que là, j'ai commencé à parler, tu sais, quand le directeur général, le fondateur du programme de foot, puis il vient me voir, il passe à nos bureaux, il demande au coach comment ça va, on a-tu besoin de quelque chose? Là, quand j'ai été en taux, l'organisation du haut jusqu'en bas,
Ben là, j'avais posé quelques questions, mais avec Rock Laflamme, Alain Rajotte qui était en place, il y avait Steven à l'époque. Puis je pense qu'on a la même vision, avec toutes les valeurs qu'on s'est mis dans le recrutement. On a bâti, comme pas nécessairement une présentation, mais c'est ça, avec toutes les visites qu'on faisait sur Zoom, les valeurs qu'on a, puis les genres de personnes qu'on voulait attirer, puis comment, pas vendre, mais comme Coach Breck m'a déjà dit, on n'est pas des vendeurs, on fait de la promotion. Fait que de faire de la promotion du cégep de Thetford, puis c'est pas tout le monde qui veut aller là, mais nous, on a dit, regarde, si tu es sérieux avec le football, tout l'encadrement qu'on est capable de vous donner, ben ça devient quelque chose qui est intéressant, une option qui est intéressante pour eux. Fait que j'ai réfléchi, puis là, j'ai dit, hey, on va l'essayer. Puis les 2 dernières années, c'était des belles années. Je travaille avec des bons coachs, des coachs qui sont là à temps plein, ce qui est le fun avec l'organisation. Fait que c'est là qu'on est rendu. On est en train de bâtir une équipe en Division 2. Tu t'es probablement donné des défis là, quand tu es arrivé là. Tu parles de ton expérience a fait en sorte que justement tu savais que ça prend quoi comme ressources, mais à peut-être moyen long terme, c'est quoi tes défis personnels puis tes défis avec l'équipe? On sent que ça avance ce programme-là. Personnellement, moi j'ai commencé à entendre parler de ce programme-là dans les dernières années, puis j'ai entendu bien, mais c'est quoi à long terme que tu vois pour ce programme-là, ton programme? Ben, je pense que connaître l'histoire du programme, c'est quelque chose qui est important. Les Yvon Boisvert, les Jean-Marc Millien, les Dwayne Liverpool, les Diego Rattel, ils ont tous apporté quelque chose de spécial au programme. Puis à chaque fois qu'il y a eu un coach qui est rentré ou peu importe, il y a comme eu une évolution au programme de foot. Ils ont commencé en Division 3. Ils ont gagné le Bol d'Or en 2015. Puis Robert, il me fait toujours penser, c'est le premier match qu'ils ont joué en Division 3. Je pense qu'ils ont perdu 99-0 contre, si je ne me trompe pas, Rimouski. Mais fait que l'évolution du programme, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, on est extrêmement fiers. Mais là, on veut continuer parce qu'on n'est pas satisfait. On va continuer à bâtir le programme. Puis, je ne sais pas, on ne veut pas se gêner, mais à un moment donné, si on veut être le meilleur programme, peut-être au Québec, bien, on va participer en Division 1 si on est quelque chose, si c'est un objectif. Mais pour l'instant, ça, c'est un objectif peut-être à long terme. Mais en même temps, il faut faire les petites affaires, les petits détails d'aujourd'hui. Je comprends le niveau qu'ils jouent en D1, le calibre de joueurs qu'ils ont, puis la profondeur, faut qu'on aille chercher. Fait que comment on fait ça? Bien, on développe des joueurs. Le recrutement, c'est clé. Comment qu'on recrute? Ben, c'est pas tout l'entraîneur-chef qui recrute tous les joueurs. Tu as besoin des entraîneurs qui savent comment recruter. Puis quand ils te posent la question pourquoi que je devrais aller à Thetford, ben, il faut que tu aies une réponse pour les gars. Fait que ça, c'est quelque chose, une vision. Puis, tu sais, à Thetford, je ne pourrais pas avoir. Il y avait les Montagnards qui avaient une équipe de foot qui a fermé le programme il y a une couple d'années. Ça serait peut-être quelque chose dans mon plan de retraite plus tard. Ça serait de repartir un petit peu le football dans la région. Mais tous les gars, il y avait 2 gars l'année passée qui venaient de Thetford. Fait qu'après les pratiques, ils retournaient chez eux. Tous les autres gars allaient aux résidences. Fait qu'on parle de la valeur d'avoir tous les gars là en résidence, quelque chose qui est bien. Mais en même temps, faut qu'on soit transparent, puis il faut qu'on ait un plan. Parce que s'il y a un jeune homme qui va quitter sa famille, qui va quitter sa région, faut qu'il se sente confortable, qu'il prenne le bon choix ou le meilleur choix pour lui. Fait que c'est là qu'on essaye de travailler, c'est le développement des joueurs. Tu sais, avoir un kinésiologue, coach Alfred, qui est là avec nous autres, qui est dans la salle de muscu à temps plein avec les gars. Tu sais, jamais que les gars vont s'entraîner une fois sans un coach soit d'être présent. Tu sais, on avait Félix, on a Étienne Morin. Fait que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant du niveau collégial. Je ne veux pas rien dire, mais je n'avais pas autant de ressources quand j'étais à l'université que qu'est-ce que j'ai aujourd'hui.
Fait que quand tu me disais tantôt qu'est-ce que j'ai appris, quand j'ai quitté le secteur universitaire, j'avais une bonne vision puis j'avais une bonne idée de qu'est-ce que j'avais besoin pour bâtir un programme. Fait que si l'organisation t'a pas intéressé, ben, moi non plus, je n'étais pas intéressé. Fait que, il y avait des objectifs qu'on voulait atteindre. Si on veut atteindre ces objectifs-là ensemble, parfait. Si tu veux faire de la participation puis tu veux participer au football collégial, ben, je suis pas la bonne personne pour toi. Fait que choisis un autre coach. C'est quelque chose que vous voulez. Je suis quand même compétiteur. Quand que je perds des matchs, j'ai de la misère à dormir, je suis pas de bonne humeur, tu demanderas à ma femme. Fait que, tu sais, on a tous coaché au football, on est des compétiteurs, veux pas. Puis, tu sais, on a besoin des outils. Mais quand on gagne, ben là, on continue à travailler. Au moins, tu sais, la lumière au bout du tunnel, c'est quelque chose qui te fait... tu sens bien quand tu vois la lumière. Puis le développement, la progression. Tantôt, tu mentionnais des vieux de la vieille qui sont passés à Thetford Mines. Ils ont emmené un certain bagage. Toi, qu'est-ce que tu crois que tu emmènes à Thetford Mines? Je vais te dire ça dans 10 ans. Je ne sais pas. OK. Non, non, c'est ça. On va avoir du plaisir. Si l'autre chose qu'on oublie, c'est si les gars ou si les jeunes hommes n'ont pas du plaisir, c'est pas le fun et ils ne le feront pas longtemps. Fait une des choses, un des critères, c'est you gotta have fun. Puis il faut que tu adores le football. Si le football est important pour toi, you gotta be gym rat. Il faut que tu adores le football, il faut que tu sois un gars d'équipe. Puis, nous autres, on a une vision pour eux. Puis, moi, ma job, c'est de leur enseigner les affaires que dans 10 ans, vont penser que c'est important. Quand j'avais 17 ans, je pensais que j'allais jouer dans la NFL. OK? Fait que, mais c'est pas le cas, même pas proche. Fait que ces gars-là, c'est des guidés, mais ils mettent des objectifs réalistes. Puis, en même temps, pas détruire leurs rêves non plus, mais dire, hey, l'école, toi, tu sais, ton bac universitaire ou ton DEC ou ta technique va rester avec toi le restant de tes jours. Je peux te garantir, dans 10 ans, il ne saura pas si tu as joué collégial, universitaire ou professionnel. J'ai demandé, tu sais, who's Leroy Blue? Leroy, c'est un des plus grands joueurs universitaires canadiens qui est sorti dans les années 80. Il a joué, je pense, à 15 ans dans le CFL. J'ai coaché avec. Ils ne savent pas c'est qui. Fait que là, l'histoire, c'est quelque chose qui est important. Fait que c'est pour ça que moi, je parle aux gars, de l'histoire du programme de Thetford. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes hommes, de coachs, d'administrateurs qui ont sacrifié pour qu'on soit capable de jouer au football à Thetford. Le terrain qu'on a, le développement, la muscu, les coachs qu'on a ici à Thetford. Fait que le sacrifice que d'autres personnes ont fait, c'est important que les gars le sachent. Comme ça, c'est pas pour acquis, c'est pas un droit, c'est un privilège d'être un filon. Fait que c'est quelque chose qui est important pour nous. Tu dis, ça te prend le classique, là, ça te prend le support de l'organisation, de l'école, du cégep. Tu dis que tu sais exactement maintenant qu'est-ce que ça prend. Puis, ça me fait penser, le football, c'est un sport d'équipe, mais il y a longtemps eu une mentalité de, c'est un sport d'équipe, mais on va mettre une personne en place pour gérer une équipe. Puis là, tu as l'air d'avoir ton équipe de coachs qui travaillent ensemble dans la même direction. Qu'est-ce que tu demandes à tes coachs comme priorité numéro 1? Comment tu guides tes coachs avec qui tu travailles? Qu'est-ce que tu leur demandes de porter attention au jour le jour? Ils s'occupent de leurs joueurs, de poser. Si tu regardes un coach, l'entraîneur-chef qui supervise soit 60 ou 100 personnes, il ne pourra pas le faire tout seul. Tandis que si tu as un coach de position, ben lui, il y a 10 ou 15 gars qui peuvent regarder. Fait que, comment ça va la vie? Comment ça va à l'école? Comment ça va aux résidences? C'est du propre? C'est un petit peu... Eux autres, il y a une relation plus proche avec leurs joueurs. Puis c'est ça que... à chaque fois que tu avances dans ta carrière de coaching, quand j'étais coach de DB, je m'occupais juste des DB. Quand j'étais coordonnateur défensif, ben là, je m'occupe des linebackers puis des D-line.
c'est le groupe que je suis en train de guider. Quand tu deviens entraîneur-chef, ben, ton physiothérapeute devient extrêmement important. Les tuteurs deviennent extrêmement importants. Tous les coachs, il faut qu'ils aient tous les outils pour qu'ils fassent leur travail. Fait que c'est pour, moi, je demande toujours aux coachs, je leur dis toujours, tu es un enseignant, prends soin des gars, assure-toi que les gars ils sachent que you love them, tu sais, que that you care. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Fait qu'il y a un coach qui est juste là et il dit je veux gagner, ça ne me dérange pas, lui, on va le couper, lui, on l'amène. Regarde, on n'est pas d'impro. Je ne coacherais pas de la même façon si je serais dans la ligue professionnelle, parce que là-bas, c'est une business. Mais ici, on développe des jeunes hommes. Fait qu'il y a des façons de faire. Puis, moi, je dis aux joueurs, regarde, si le coach n'est pas en train de critiquer ou d'essayer de te corriger, c'est parce que be scared. C'est parce qu'on veut te donner de l'information après chaque répétition. L'autre affaire que je travaille beaucoup avec les coachs, c'est de sentir le joueur que tu vas faire. Il y en a des joueurs que tu vas leur donner beaucoup, beaucoup de critiques, puis ils vont répondre. Il y en a d'autres qu'il faut que tu les critiques, mais 1 heure ou 2 après. C'est d'avoir ce feeling-là en tant que coach, d'apprendre à connaître tes joueurs. Puis des fois, il y a un joueur que, tu sais, lui, il va répondre à un coup de pied dans le derrière. Puis l'autre joueur, c'est un bras en entour du coup qui va dire hey, t'inquiète pas de ce jeu-là, oublie-le, puis continue. Lui, il va répondre à ce genre de communication-là. Fait que c'est d'apprendre à connaître tes joueurs, les respecter, à être organisé, and know your stuff. Continuer à. Parce que eux, quand tu recrutes des bons joueurs, des bonnes personnes, ils veulent se faire coacher. Puis c'est pas le coach qui va cogner à la porte du joueur pour dire hey, viens, on veut t'enseigner. C'est le joueur qui va cogner à ta porte puis il va dire hey coach, as-tu 1 heure à regarder du film? J'ai 1 heure de disponible. Fait que ça, on fait ça souvent. Puis c'est le fun quand on a les coachs pour le faire. Fait que ça, je pense que c'est une clé. C'est quelque chose qui est important pour le développement des joueurs. D'après toi, quelle serait la chose que tous tes joueurs retiennent de toi? C'est I care. Que peu importe qu'est-ce qui arrive, la décision, c'est pas parce qu'on n'aime pas le joueur qu'on prend telle décision ou qu'on est dur dessus. C'est pour les préparer pour soit le prochain niveau. Puis qu'est-ce que je souhaite, c'est, regarde, quand les coachs universitaires viennent voir nos camps de printemps ou peu importe, ils disent, regarde, moi, je vais aller recruter à Thetford parce que voici les genres de joueurs et les genres de personnes qui sortent de ce programme-là. Quand j'étais à l'université, il y avait des scouts de la CFL qui venaient ou de la NFL, peu importe. Puis, ils ne demandaient jamais si le joueur de football, c'était un bon joueur de football. Ils demandaient c'est quel genre de personne, c'est quel genre de coéquipier. Quand les choses ne vont pas bien, c'est quoi? Y est-tu quelqu'un qui va guider puis qui va tirer l'équipe pour sortir de cette situation-là ou c'est le gars qui va être en arrière de la ligne puis il va tirer du côté inverse? Fait que c'est ça qu'on essaye de montrer aux gars, aux jeunes joueurs. Puis j'ai toujours dit, regarde, il y a toujours 2 ou 3 minutes dans un match que le match est gagné et perdu. Souvent, c'était avant la demi ou troisième quart ou à la fin de la game. C'est la discipline, des revirements, la façon que tu vas répondre. On ne peut pas pointer le doigt, mais il y a toujours 2-3 minutes que tu vas avoir un 14 points ou un 21 points parce qu'il y a une équipe qui n'a pas été capable de se remettre d'un jeu qu'ils n'ont pas bien fait. Fait qu'on travaille là-dessus. On travaille dans une situation de pratique. Puis je travaille avec les coachs aussi. Des fois, ils ne sauront pas, mais en pratique, je vais dire hey, PI, my DB coach. Your DB PI. Ah non, c'est pas it's PI, I'm telling you. Fait que là, je dis, je change la façon qu'il coach, qu'il joue. Fait que check it, because it's going to be PI. Si on a un PI dans le match, man, can't have it. Ça nous fait mal. Fait que là, les coachs, OK. Là, ils comprennent. Fait que, puis ils travaillent avec les gars. Fait que on travaille beaucoup, beaucoup l'aspect mental puis la vitesse de la game. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Comment on travaille la vitesse de la game? Il y a des fois certaines situations pendant la pratique où des fois, nous autres, on le fait
On va peut-être le faire pendant 6 jeux, jamais on va pratiquer live. C'est rapide, mais on va essayer de le pratiquer le plus possible. Des fois, des situations. 10 jeux, peu importe, ou si c'est une série, on essaie de le faire une fois de temps en temps. C'est dur de travailler live sans être 100% physique. L'autre chose, des fois, on va pratiquer, on n'aura pas d'épaulettes, on va juste être les casques. Puis quand tu expliques qu'est-ce que tu veux des gars, je pense qu'ils sont assez intelligents pour le comprendre. Fait que des fois, nous autres, regarde, on veut travailler le placement du joueur et non la finition immédiate, parce qu'on va travailler la finition du jeu, peut-être avec des bagues ou des dummies, avec du côté défensif, avec le plaquage. On va plaquer des sleds, on va plaquer des bangs. On a beaucoup d'outils qu'on est capable d'utiliser pour travailler la technique du plaquage. Mais c'est comme touche pas le carrière en pratique quand tu fais le tour. On va travailler notre footwork. Fait qu'on va peut-être dire les 3 premiers pas sont full go. Après ça, mettez-vous en place. That's it, c'est juste ça que j'ai besoin. Puis, nous autres, normalement, une fois pendant le camp d'entraînement, là, on va rouler. On va faire un mini scrimmage, on va rouler des affaires, mais on va s'assurer qu'on se donne du temps à avoir une récupération parce que on parle souvent de tempo et de volume en pratique. C'est là que Coach Alfred nous donne un bon coup de main en kinésiologie. Puis j'ai toujours dit, on a perdu une coupe d'année en 99. À Western, on était ranké numéro 1 pays toute l'année. Puis quand je te dis qu'on pratiquait les special teams live, c'était special teams was live. Fait que le retourneur notre starting returner, le jeudi soir, il se fait défoncer puis il y a une commo. Il n'a pas joué le samedi. Je pense pas que ça l'a aidé l'équipe, mais à la fin de l'année, on était tellement blessés puis banged up qu'on a perdu au premier tour contre Waterloo quand on avait dominé toute la saison régulière. Fait que je me suis toujours souvenu de cette expérience-là. Puis j'ai dit, regarde, si on est capable de piquer au bon temps, c'est ça qu'on veut. Fait qu'avec le volume de pratique, le tempo de pratique, nous autres, avant, on pratiquait avec le temps. On avait 2 heures de pratique, puis on avait 10 minutes de one-on-one. Après 5 minutes, les one-on-one, les O-line, les D-line sont brûlés. Tu fais un autre 5 minutes, tu viens d'augmenter les chances d'une blessure. L'ancienne méthode ou la façon que je pensais, c'est ils continuaient, mais là, regarde, c'est pas nécessairement le temps, c'est le nombre de répétitions que les gars vont aller chercher. Fait que s'ils font 3-4 reps de one-on-one, des bonnes répétitions, c'est assez. Fait que là, on peut arrêter puis ils peuvent aller prendre un petit break de l'eau ou retourner dans une période. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant, que j'aime. Puis je pense que c'est quelque chose, tu sais, le modern day football, tu veux que tes joueurs soient en santé. Puis, tu sais, des fois, les joueurs, il faut que tu les retiennes un petit peu en pratique. Puis tu leur dis, regarde, c'est soit le samedi que we let it all out. Fait qu'on bâtit, on remplit tous les bagages. Puis le samedi, we let it go. Puis ça va bien. Puis en même temps, si tu veux que ça aille bien du côté académique, j'ai étudié quand j'avais mal au dos, j'avais mal aux genoux. C'est dur d'étudier puis de rester concentré dans un cours quand tu as mal partout pendant 3 heures de temps. Fait que on pense à ces choses-là aussi. Avant, dans le passé, on n'y pensait pas, mais ça l'affecte aussi le côté académique. Quand les gars sont blessés, puis on ne s'occupe pas autant qu'on devrait s'occuper d'eux pour qu'ils soient 100%, qu'ils soient rétablis. Fait que beaucoup d'informations, mais c'est le football d'aujourd'hui. Tu mentionnais aussi que, en parlant de la vitesse, tu mentionnais que tu veux forcer les gars, surtout en défensive, par exemple, à être tough, puis à utiliser les bonnes techniques de plaquer pour plaquer fort. Puis là, c'est vraiment une question un peu plus défensive, puis j'en profite. Mais tous les joueurs défensifs que j'ai croisés dans ma vie veulent être agressifs, veulent faire un big hit. Right? Mais il n'y en a pas beaucoup qui vont mettre le travail pour devenir ce joueur-là. Comment toi, tu fais pour... Tout le monde veut être tough, mais toi, comment tu fais pour les rendre tough? Comment tu fais pour les rendre agressifs? Un petit peu la confiance. C'est la défensive, nous autres, on va évaluer la façon que les gars courent au ballon pendant le pratique. Fait que ça, ils sont capables de faire. Si on va du 12-12, peu importe, pad, pas de pad, l'effort, c'est quelque chose qui est mesurable, puis on le voit sur la vidéo.
L'autre chose, c'est quand on explique, aujourd'hui, il faut vraiment expliquer le comment et le pourquoi. Puis, je te donne une petite anecdote, mais j'avais un joueur. J'étais arrivé à Thetford, c'était ma première année au camp d'entraînement. Puis, il y avait un joueur qui voulait faire le Oklahoma Drill. Fait que j'ai dit non, on ne fait pas le Oklahoma Drill. Ça n'a pas. Peut-être pour développer le toughness, mais pour moi, c'est stupide parce que ça reflète à rien qu'ils ont fait sur le terrain. C'est deux gars qui se courent, qui se frappent tête à tête. Puis ces situations-là au football, dans un match de football, n'arriveront pas extrêmement souvent. Puis une semaine après, il m'avait approché. La NFL avait banni ces drills-là. Fait que j'ai dit, that's why we don't do the Oklahoma drill. C'est pas sécuritaire, c'est inutile selon moi. Puis, moi qu'est-ce que je pense? La sécurité de mes joueurs. J'ai dit, veux-tu que tu rentres dans un match tout pété, tout blessé parce que je t'ai forcé à être tough en pratique? Ou t'as mieux arriver dans un match où t'es frais, t'es prêt à jouer, puis c'est là que tu te défonces? Là, il dit, ouais, peut-être que c'est une bonne idée. Tu sais, si tu regardes tous les sprinteurs, les athlètes qui font du track, mais la préparation avant la compétition sont hyper important, tu sais, le tempo, la dynamique. Puis j'ai parlé avec des personnes qui étaient entourées, tu sais, les Green Bay Packers, la façon Bob Stoops quand il était à Oklahoma pour faire le quick tempo la journée avant. Fait que 24 heures avant la compétition, c'est quelque chose de court mais de rapide. C'est quelque chose que j'ai essayé d'amener. C'était un petit peu plus compliqué à faire dans le collégial, mais on continue à travailler parce que on veut que ça s'aille vite, rapide, 24 heures avant. Fait qu'avant, nos walkthroughs, les vendredis, c'était comme tu avais une casquette sur la tête, puis tu avais des espadrilles, puis it was almost like a beach day. Puis tu retournais à travers les affaires côté mental. Mais là, tu avais le casque, tu avais les épaulettes, puis c'était les jeux, pas physiques, mais c'était extrêmement rapide. Tu faisais 3-4 jeux, c'est fini, t'es out. Fait que ça, j'aime ça. Ça, je continue à étudier pour voir comment que ça pourrait fonctionner. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer la game de football puis préparer les gars pour performer le jour du match? Parce que c'est ça l'objectif. Quand tu es un coach, c'est la préparation de tes joueurs pour le match, pour quand tu joues. Fait que s'ils sont préparés, je pense que tu as fait une bonne job. Si tu n'es pas préparé, souvent, ça peut être la façon que tu as fait les choses la semaine d'avant. Peut-être dernière question, peut-être avant de passer au dernier segment, mais moi, je me demandais, on en a parlé avant qu'on commence l'épisode, là, tu as écouté notre épisode avec Mathieu. Ça représente quoi pour un programme, un joueur comme Mathieu qui sort de votre programme, qui s'en va jouer avec dans la NCAA, avec lui, dans son cas, avec Syracuse, ça représente quoi? Est-ce que ça change votre recrutement? Est-ce que ça change la perception de votre programme? Ça a eu quel effet sur votre programme? Ça a eu un effet extrêmement positif. Matthew, c'est un jeune homme exceptionnel. C'est Diego qui l'a recruté, c'est Diego qui a passé beaucoup de temps avec. Mais moi, quand je suis arrivé au mois de décembre 2019 ou 2018, excuse-moi, j'ai passé l'hiver avec Matthew. Il y avait un méchant punch parce que c'est moi qui tenais les bagues. Fait que quand il faisait son kick slide avec son punch, puis il courait avec les receveurs. Fait que j'ai vu que c'était un athlète exceptionnel. Mais l'affaire que son parcours était extrêmement, comment je pourrais dire, smooth. Côté académique, c'était un excellent étudiant. Il est Academic All-American à Syracuse, si je ne me trompe pas. Il y avait une belle vision. Quand le coach, je m'en souviens, quand Mike Lynch était rentré dans le bureau, puis il avait parlé avec moi, puis avec Matthew, il a dit « Hey, rentre avec la mentalité que tu peux starter. » Fait que ça l'a comme réveillé un petit peu. Il a dit « C'est ta première année comme freshman, tu peux rentrer, puis tu peux être un partant dans une équipe dans ACC qui avait connu quand même une bonne saison. Je pense qu'il avait fini avec 10 victoires, 2 défaites. It's a pretty big deal. Fait que j'ai dit, Mathieu, get ready. Il n'y a pas souvent des opportunités, puis je pense pas que ces gars-là
quand il voit du talent puis il dit quelque chose de même, c'est parce que sérieusement, il y pense. Fait que moi, Matthew, c'est un talent qui, lui, il va jouer les dimanches. Puis si je ne me trompe pas, j'ai regardé le match contre Notre Dame, puis j'ai regardé contre Clemson. Le côté qui jouait contre Matthew, ils n'ont pas fait grand-chose. Puis tu sais, j'ai enregistré les games. Fait que des fois, je reculais les choses, puis je regardais. Fait que si tu domines contre la compétition qui est top 2 programme aux États-Unis, je ne veux pas me tromper dans mon évaluation, mais c'est pretty good. Il va avoir vraiment, vraiment une belle année. Puis en même temps, il fait toutes les bonnes choses du côté académique. Peut-être lui, the future is very bright for him. Puis on est extrêmement fiers de lui. Fait que, du côté-là, moi, si les gars me parlent de Matthew, moi, je vais parler de lui du côté académique. Parce que oui, c'était un grand joueur, mais il était prêt à partir dans la NCAA. Fait que s'il n'aurait pas eu ses notes, s'il n'aurait pas acheté tous ses cours, peut-être qu'il ne serait pas où il est aujourd'hui. Ouais, ça vous fait un bon exemple. Ouais. Absolument. On va passer à la dernière portion de notre entretien. Donc, le dernier quart, on a des questions pour toi que tu vas pouvoir choisir au hasard. On va te demander de choisir un chiffre de 1 à 24. 23. 23. En quoi est-ce que Kevin McKay croit? C'est tough. J'aurais dû choisir un autre numéro. Y a-t-il d'autres options? Non, c'est une blague. En quoi que je crois? Gars, c'est des bonnes questions. Je crois à hard work, dedication, loyalty, toutes ces choses-là. Puis en même temps, je crois que développer les jeunes, si on est capable de faire de la bonne façon, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que des joueurs, quand ils reviennent dans 10, 15 ans, 20 ans, puis ils disent « Hey, toi, tu as eu un impact dans ma vie. » Parce que peut-être qu'il y avait un point dans ma vie que j'aurais pu virer à gauche au lieu d'à droite. Puis juste l'effet d'être là, d'avoir écouté ou d'avoir juste parlé m'avoir parlé, c'est quelque chose qui est important. Là, aujourd'hui, j'ai 2 enfants, j'ai une maison, j'ai un auto. Fait que winning isn't everything. C'est quelque chose que, oui, on est fiers de le faire. Mais si je prends ma retraite comme coach, on va parler des bons moments qu'on a eus. Peut-être pas nécessairement des matchs ou des victoires, mais c'est toutes les relations qu'on fait à travers notre parcours de coach. Fait que, puis quand que je parle avec Coach Breck, ça fait longtemps qu'il n'a pas coaché, mais il était là en 2000. Il a coaché avec moi les 5 ans que j'étais à BU. Puis à chaque homecoming, tu voyais les anciens, Derek Schumann et Paul McHenry qui venaient. Puis quand il le voyait, il était extrêmement heureux de le voir. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Puis, tu sais, veux pas, tu as un impact, soit un impact positif ou un impact négatif avec qui tu travailles. Fait que on voit qu'on veut être des impacts positifs dans la vie des jeunes. OK, mais parmi tout ça, mettons, si tu devais retenir une chose dans laquelle tu crois. Tu sembles à chercher, tu cherches une réponse? Non, ben, je ne cherche pas une réponse. Je cherche. Ben oui, en fait, je cherche une réponse, oui. Ouais. S'il y avait une chose que tu pouvais. Une chose? Ouais. Sérieusement, en quoi je crois? Ouais. Hard work. Hard work. Ouais, just hard work, just grind. Avoir une vision de qu'est-ce que tu veux faire. Moi, c'est ça. S'il y a quelque chose de négatif qui arrive, alors lève-toi et continue à travailler. Tu n'as pas le temps de regarder puis dire puis pleurer. Puis, moi, c'est la façon que mes parents m'ont levé. Si on avait mal quelque part, c'est walk it off. Puis, si ça allait pas bien, ben, on avait comme une claque en arrière de la tête. C'est comme. Il y en a d'autres qui sont pires que toi, puis ils ne chialent pas. Fait qu'arrête de chialer, un petit peu ce genre-là. Fait que c'est juste la façon qu'on a été élevé, puis on a travaillé. Fait que
Puis j'ai toujours dit, regarde pas qu'est-ce que tu n'as pas, regarde qu'est-ce que tu as. Fais les choses avec qu'est-ce que tu as. Tu as raison. On va poursuivre avec une autre question. Un autre chiffre de 1 à 24. Là, je vais aller à 8. 8, 8, 8. La chose la plus difficile d'être un head coach, c'est... Oh, il y en a plusieurs. La Il y en a chose. plusieurs. La chose. La chose. La chose la plus difficile. J'essaie de trouver une chose qui est plus difficile parce que c'est de s'assurer, je ne sais pas que c'est une chose, mais c'est de s'assurer que tout le monde en entour de toi ont qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire leur job. Puis des fois, ils ne voient pas tout, mais il y a souvent, tu sais, t'es entre l'administration puis des coachs. Puis là, tu sais, tout le monde chiale après la santé publique, on n'est pas capable de faire telle chose, ben c'est quand tu prends la décision, puis quand tu es la personne en train de regarder et critiquer, la personne qui prend la décision, c'est deux choses complètement différentes parce qu'il y a de l'information peut-être que tu ne sais pas quand les gens prennent des décisions. Fait que c'est un petit peu comme un coach. Tu veux protéger, tu ne peux pas donner, donner trop d'informations, le pourquoi que tu prends une décision. C'est ça qui est compliqué, c'est d'un équilibre entre les deux. Fait que souvent, tu vas protéger soit tes joueurs, tes coaching staff, peu importe pour la raison. Mais c'est ça qui est difficile en tant que head coach. Mais juste d'être, je vais parler d'être transparent, mais c'est des fois, the less you know, the better it is for you. Fait que c'est juste te concentrer à faire tes choses. Puis un petit peu la même chose, tu sais, les joueurs, quand ils essayent de devenir des coachs, ils disent wow. Si tu veux coacher dans 5 ans, 10 ans, tu vas avoir le temps. Là, tes joueurs, profitent-en. Fait que fais juste écouter, puis tu n'as pas besoin de penser à toutes les affaires. Laisse-moi, ça, c'est ma job. Laisse-moi penser à ces choses-là. Fait que là, je dis, ouais. Fait que, inquiète pas. Tu sais, quand tu es jeune, tu vas avoir 18 ans, comme ça, tu es capable de sortir. Puis après 18 ans, ben là, tu vas peut-être avoir 21 pour aller aux États-Unis ou whatever. Puis là, quand tu as dépassé cet âge-là, c'est comme quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on avait eu du fun. C'était peut-être le plus de fun qu'on va voir. Là, on voit qu'on va travailler le restant de 2 jours jusqu'à temps qu'on prenne notre retraite. Fait que c'est un petit peu enjoy the moment. Profites-en de ne pas avoir trop de responsabilités parce qu'un jour, peut-être que tu vas en avoir beaucoup. Puis c'est là que tu vas savoir le pourquoi. Puis quand j'ai dit tantôt, dans 10-15 ans, ils vont apprendre ou ils vont comprendre de quoi tu parlais. Ben, ça, c'est un bel exemple que dans 10-15 ans, ça a rendu le gros boss, puis ils vont dire ouais, je comprends pourquoi tu as fait telle chose. Je te suis. On va y aller avec une autre question, avec un chiffre de 1 à 24. Ah ouais, j'ai juste 2 chiffres. Non, un autre chiffre de 1 à 24, à part le 8 et le 23, en fait. Veux-tu en choisir un? Totally random. Vas-y, ça ne me dérange pas. Je veux dire, non. Je veux dire... OK, vas-y, Pierre. Moi, je veux dire 17. 17, all right. Hey, ouais. C'est bon, ça. OK. Complète la phrase suivante. Si je ne jouais pas au football, si je ne coachais pas le football, je ferais... je serais probablement en vente. Oui, je serais probablement en vente. Je ne sais pas, en faisant quelque chose. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu préférais vendre? Je ne sais pas. Ma femme est en vente. Elle voyage beaucoup. Pas sonnette. Elle fait ses affaires. Oui. Il n'y a pas de plan B. C'est foot ou... Je ferais quelque chose avec... J'aime parler au monde. Je suis social, mais pas trop social. Tu sais, j'aime les petits groupes. C'est pour ça que j'ai hâte de retourner avec les gars pour leur parler. Puis, c'est juste, quand on parlait d'avoir du plaisir, on fait des jokes, on rit. Ça, je manque ça. Mais en termes de carrière, je pense que je ne veux pas aller en vente. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut payer l'hypothèque, il faut payer la nourriture, il faut payer les choses. Il faut ce qu'il faut, hein? Ouais. Un autre chiffre de 1 à 24. Tu es capable de choisir un chiffre au hasard.
Moi, donc, 3. 3, excellent choix, je pense. Ton livre de sport préféré? J'ai lu Quiet Strength de Tony Dungy. J'ai lu celle-là de. Ça dit le livre. Sinon, j'ai lu Pourquoi tu l'as aimé, celui-là? C'était un petit peu la philosophie. À Tony Dungy, c'était quand les coachs, à l'époque, quand moi je jouais, c'était les coachs qui criaient beaucoup. C'était un peu la façon de faire. Puis Tony Dungy, quand il a repris pour les Bucks dans les années 90 et 2000, Quiet Strength, lui, c'était plus un leader, par exemple. Puis il avait pas besoin de crier après les gars. Il traitait les hommes comme des hommes. Fait que son livre était pas mal intéressant, la façon qu'il faisait, mais c'était toujours l'équipe avant lui. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis Bill Parcells, Bill was a screamer, mais il y avait toujours. Puis quand on parlait des joueurs, les joueurs se sentaient toujours aimés par Bill. Même quand il était tough sur eux, il savait que Bill Parcells, il avait toujours la meilleure intention. Il s'occupait de ses joueurs. Exact. Fait que ça, c'est 2 coachings différents, mais au bout de la ligne, les 2 coachs sont vraiment là pour leurs joueurs. Fait que si jamais les joueurs à 2h, 3h, 4h du matin, il y avait quelque chose, ils pouvaient appeler leur coach. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parfait, on poursuit. Un autre chiffre, au hasard. On y a les 4. On va là avec numéro 4. Quelle était ton idole de jeunesse? Mon idole de jeunesse? Ouais, en fait, 2 questions. Quelle est ton idole de jeunesse et quelle est ton idole en ce moment? Oui. À l'époque, mais moi, c'est tough. I'm a fan of the Cowboys. Fait que ça va pas bien. Mais à l'époque, tu avais Troy Aikman, Michael Irvin, Emmitt Smith, la défensive. Fait que, puis je jouais carrière au high school. Fait que mon idole à l'époque, c'était Troy Aikman. La façon qu'il se comportait, puis he's a great quarterback. Il y avait Joe Montana que j'aimais beaucoup aussi. Ouais, il y avait Joe Montana que j'aimais beaucoup aussi. Puis là, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs que j'ai du respect. LeBron James, avec ce qu'il fait, c'est des choses exceptionnelles. Tom Brady. Fait que j'ai eu la chance de regarder Tom quand il était avec Nouvelle-Angleterre. Là, quelques années, j'ai été voir le match des Panthers et des Patriots. Fait que je peux dire que Wayne Gretzky, je l'ai regardé jouer quand j'étais jeune. Joe Montana, je l'ai vu jouer. Tom Brady, LeBron James, Michael Jordan, je l'ai vu jouer. Tous ces joueurs-là, dans 100 ans, je pense que tout le monde va se souvenir de qui sont ces joueurs-là. Je pense qu'il y a un gros respect pour ces joueurs-là. Qu'est-ce qu'ils représentent aussi? Tom, ses valeurs, puis j'ai vu ça sur NFL Network, fait que c'est bien sûr que je vais écouter. Mais quand tu entends les autres joueurs parler de Tom Brady, c'est qu'il inclut toujours ses joueurs. Puis c'est drôle, il fait toujours des annonces avec ses coéquipiers parce que il veut que ses coéquipiers font un petit peu d'argent dans le marketing. Puis fait que la dernière annonce, c'était avec, je pense que c'était TELUS. C'était-tu TELUS? En tout cas, c'était un téléphone. Puis quand il est sorti de sa retraite avec Rob Gronkowski. Ouais, fait que ça, je trouve que c'est drôle. Fait qu'il y a un côté comique, mais il y a aussi un côté que il prend soin de ses coéquipiers. Fait que moi, je trouve que c'est. On a le temps pour encore 3 autres questions. On va y aller avec 5. On va y aller à montant. Parfait. De quoi as-tu peur? Les impôts. C'est le temps des impôts. C'est une bonne réponse. Moi aussi, j'ai peur du gouvernement, mais ça, c'est une autre discussion. Mais de quoi as-tu vraiment peur? De quoi non, sérieusement? Non. Si j'ai peur, j'ai pas. C'est une autre bonne question, si j'ai peur. C'est que des bonnes questions, c'est ça. C'est ça qu'on fait, nous. Ouais, c'est des bonnes questions. De quoi j'ai peur?
Des fois, OK, je vais y aller philosophe. Non, on veut que tu ailles real, pas philosophe. Là. Ouais. Mais Ok, j'ai c'est bon. encore des papillons avant les matchs. J'ai encore Ouais. j'ai encore pas peur, mais c'est comme pas l'anxiété, c'est comme the fear of failure. Oui. C'est plus, on dirait plus ta peur-là que tu veux tellement bien faire que tu veux pas l'avoir, mais puis je pense que quand tu es compétiteur, tu veux bien performer. Fait qu'il y a toujours un petit peu cette peur-là. Ouais, ça, je suis très, très, très d'accord avec ça. Moi aussi, j'ai très peur de ça. 2 autres questions. On est rendu à numéro 6. Numéro 6. Ta victoire la plus mémorable. Victoire plus mémorable. Ah, désolé, ça c'est ma femme. Je vais juste. I'll be back. Excuse-moi. Pas de souci. Puis là, elle va le savoir que j'ignore son téléphone, mais j'ai dit que j'étais occupé. Je vais lui dire tantôt. Bonne chance tantôt. Ouais, ben, ça s'en va à Toronto, fait que je suis correct. Puis, la maison est C'est ça. J'en ai plusieurs. Ben, plusieurs. La plus mémorable, je te dirais, le Bol d'Or 2017, c'était une. La Coupe du Maire, quand on a gagné contre Sherbrooke à Sherbrooke en 2013. Le Bol d'Or en 2006. Thetford, quand on a gagné le premier match d'une série à Thetford contre Momo, c'était une belle expérience. L'autre match, contre Edouard, quand on avait gagné par 1 point ou 2 points, c'était quelque chose qui était proche. Oui, il y en a quand même plusieurs. Il y a plusieurs belles victoires, mais avec des bonnes personnes. C'était ça qui était le fun aussi. Fait qu'il y a quand même des belles photos, des belles images de ces souvenirs-là. Fait que on les garde proches. On est là avec une dernière question. On est rendu à 7 ou à 6? On est rendu à 7 quand on ne se complique pas la vie. Si tu devais manger dans un seul restaurant pour le restant de tes jours, ce serait lequel? Un restaurant, hein? Un restaurant. Tu manges à une place for the rest of your life. Ouais, c'est... ça, c'est parce que... Ouais, la pizza. Moi, j'aime la pizza. I'm a sucker for pizza. Puis, tu sais, dans le bout de Lennoxville, tu sais, il y a Jerry's Pizza qui est bien reconnu pour sa pizza. Mais je ne sais pas si ça serait bon pour moi pas de manger là tout le temps. Mais ouais, ils font de très, très bonnes pizzas. Si jamais tu viens dans le coin, ou à Lennoxville ou à Sherbrooke, Jerry's tu passes Pizza. là. Ouais, t'aimes la pizza. Jerry's is pretty good. Fait que tu mangerais la pizza pour le reste des jours. Non. Mais j'aime la pizza. OK, c'est bon, parfait. Bon, ben, pour terminer, Coach McKay, je vais demander de finir la phrase suivante. Je m'appelle Kevin McKay et je suis... Je m'appelle Kevin McKay et je suis un coach de football. Merci beaucoup d'avoir pris un moment avec nous. C'était très apprécié. Une conversation, une bonne petite conversation d'une heure et 20 environ, que je suis sûr que les gens vont pouvoir apprécier de plein de manières différentes. Pierre, qu'est-ce que tu rajouterais? On le dit tout le temps, mais c'est important, là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous, on aime ça, apprendre à connaître les différents coachs au Québec. Puis moi, je suis content aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur ton parcours puis sur le programme de Thetford qu'on va continuer de suivre. Merci beaucoup à vous. Continuez le bon travail, puis c'était très apprécié. Fait que lâchez pas, continuez puis j'aime ça écouter les podcasts. Fait que continuez à faire ce beau travail-là, puis continuez à coacher le football. Parce que je pense que c'est un boulot on affecte, on touche la vie des jeunes à tous les jours. Puis c'est pas toujours les victoires qui nous permettent. Comme j'ai dit tantôt, dans 10, 15, 20 ans, le jeune en revient de voir puis il dit « Hey,
Pierre-Émile ou Olivier, merci. Tu as changé ma vie. Ça vaut de l'or. Fait que merci. Absolument. On finit ça comme ça. Salut tout le monde.